Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes lectures du mois de juillet 2021. La vidéo sort avec un peu de retard, j'en suis désolé, mais j'ai rencontré quelques soucis techniques au moment de la tournée et après je suis parti en vacances pendant 2 semaines. Donc je la tourne à la fin du mois d'août, je vais la monter très rapidement pour vous la faire sortir le plus tôt possible. Je vais essayer de la faire la plus courte possible puisque le mois de juillet a été très riche en lecture. Je vais essayer de faire diminuer ma palle le plus possible et je me suis pas mal débrouillé. On commence avec les comics. On commence avec un de mes comics coup de cœur, je vous en parle tous les mois. Là j'en ai lu 2 tomes ce mois-ci, je veux bien sûr parler des Tortues Ninja, le tome 4 et le tome 5. Tous les mois j'essaye de me lire 1 ou 2 tomes des Tortues pour éviter d'arriver trop vite à la fin, donc on est actuellement au tome 14. Moi, je n'ai lu que le tome 4 et 5, j'ai jusqu'au tome 7 ou 8. Les autres sont chez mon libraire, je vais les prendre petit à petit, donc vous allez voir arriver tous les mois 1 ou 2 tomes des Tortues dans mes achats. Qu'est-ce que j'ai pensé du tome 4 et du tome 5? Le tome 4 fait suite à la chute de New York, les Tortues partent de la ville, quittent New York pour se ressourcer. Ils avaient récupéré une des tortues qui avait disparu, qui a subi un lavage de cerveau, et le tome est centré vraiment sur la réunification de la famille. Le tome est vraiment un tome de transition, de repos. Ils sont à la campagne. On voit qu'ils ont tous leurs problèmes qu'ils essayent de régler petit à petit. Le dessin est assez féminin, un peu enfantin. Je n'ai pas trop aimé, mais ça s'y prête bien pour un tome de transition. Un tome où l'action n'est que très peu présente avec l'apparition d'un nouveau mutanimal qui essaye d'attaquer les tortues. Il reste très sympa, je mettrai un bon 13 sur 20 parce que il y a peu d'action, le dessin ne m'a pas beaucoup plu, mais il est vraiment très important pour souder la famille. Le tome 5, c'est vraiment le retour des tortues à New York, où ils essayent de trouver des armes, de retrouver des alliés. On voit que de nouveaux personnages apparaissent dans les 2 tomes là, avec les parents d'April par exemple, un nouveau méchant qui est un peu en dehors du game qui apparaît. Si vous avez vu le dessin animé des années 90, c'est un méchant qui apparaissait déjà à ce moment-là. Je ne vais pas trop en parler. Ils ont quand même redesigné complètement le personnage. Il apparaissait avec des bandelettes, mais avec des traits très humains. Là, il a quand même un aspect un peu plus vampirique, le chauve avec de longs cheveux blancs et un costume vraiment un peu vieillot. Je dis pas son nom, lisez les 2 tomes, ils sont très bien. Le tome 5, je lui mettrai entre 14 et 15 parce qu'il y a plus d'action, le dessin est plus joli à mes yeux et j'ai passé un très bon moment. On poursuit avec un peu de Star Wars avec La Guerre des Étoiles paru chez Delcourt. Ce tome de La Guerre des Étoiles est en fait l'adaptation en dessin du premier scénario qu'a écrit Lucas pour créer La Guerre des Étoiles, pour créer Star Wars. Donc c'est le premier jet. Le héros n'est pas Luke. Luke n'existe pas à cette époque-là, par exemple. C'est Anakin. Donc il donnera ensuite Anakin. Les personnages en fait seront scindés en 2. Il y en aura un qui aura sa destinée, l'autre qui deviendra le héros. Vous pouvez voir ici le personnage vert en fait qui est Han Solo. Il y a les Wookiees. Il y a en fait une grosse base commune. Les dessins sont tirés des premiers jets qui avaient été faits dans les années 70 avant la transformation vers le scénario final. Ils ont été également un peu modifiés. Han Solo ressemble un petit peu d'ailleurs à Swamp Thing de DC Comics, hein, si vous avez vu un petit peu les dessins et que vous l'avez déjà feuilleté. R2 par exemple parle, ce qui ne sera pas le cas dans la version finale puisqu'il n'émettra que des petits bips très caractéristiques. L'histoire ressemble assez à ce qui se passe, hein. Il y a un empire, il y a une machine de combat interstellaire qui deviendra plus tard l'étoile noire, même si elle ne ressemble pas encore totalement à ça. Et il y a des Jedi qui ont survécu à l'empire et qui essayent de se venger. Jusque-là, l'histoire est la même. Le scénario diffère complètement. Anakin essaye de protéger une princesse d'une planète, qui sera en fait Leia. Il y a des combats au sabre laser, il y a des passages vraiment très émouvants. C'est quand même une adaptation assez sympa, même s'il y a des problèmes. On voit que c'est vraiment un premier jet, puisqu'il y a des scènes qui s'enchaînent très très mal. En fait, il y a des faux raccords, ça pourrait apparaître comme des faux raccords, parce qu'il y a des enchaînements qui ne sont pas naturels. Il y a un retournement à la fin qui est mauvais à mes yeux. Voilà, ça a été un premier jet et finalement ils n'ont pas gardé ce passage-là. C'est pas plus mal. Je mettrai un 13 parce que c'est une base et qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais c'est quand même une lecture assez sympathique pour tout fan de Star Wars, je la conseille. Autre chose, c'est le seul livre de chez Delcourt qui est sorti avec
une jaquette comme ça. Alors je ne sais pas pourquoi, puisque si vous regardez bien, c'est la même illustration qui a été faite. Autre chose, bonne nouvelle, le Légende va revenir. Vous saviez, Delcourt avait les droits, les avait perdus parce que ça leur coûtait trop cher de produire avec leurs coûts de vente et les coûts de production. Mais finalement, c'est Panini qui va récupérer les droits du Légende. Ils ont fait une annonce au cours du mois d'août et il va bientôt y avoir le planning qui devrait sortir. Ils ont déjà le canon officiel, le canon actuel de chez Disney. Ils vont récupérer le Légende. Alors après, il va falloir voir un petit peu comment ils vont sortir les tomes Légende. Est-ce qu'ils vont refaire un peu comme Delcourt, c'est-à-dire les Clone Wars d'un côté, les Dark Empire de l'autre, etc., etc. Est-ce qu'ils vont sortir des inédits? Est-ce qu'ils vont tout regrouper? C'est un peu flou. Ils ont annoncé une gamme de prix autour de 20, 25, 30 euros. On va voir ça. Est-ce qu'il y aura des inédits? Je l'espère, que ça me permettra de compléter ma collection parce qu'il ne me manque pas grand-chose chez Delcourt. J'ai encore quelques classiques à récupérer chez mon libraire que j'ai pu commander avant la destruction par Delcourt, puisque en fait, ils ont encore le droit de vente, je crois, jusqu'à la fin de l'année. Après, ils doivent détruire leur stock. Et je crois que les libraires ne pouvaient commander que jusqu'à fin août ou fin septembre. Donc voilà, j'ai tout commandé, c'est stocké et je vais pouvoir les prendre petit à petit. On va voir un petit peu ce que Panini proposera. Moi, il me manque quelques Clone Wars Aventures, je crois. Voilà, il me manque pas grand-chose, mais non, ils sont à des prix inimaginables. Panini, faites quelque chose, faites-le bien s'il vous plaît. On va voir ce que nous réserve la vie. On poursuit les comics avec Le Monde de Flashpoint, tome 1 consacré à Batman, paru chez Urban Comics. Je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente. Flashpoint fête ses 10 ans. Il y a plein de récits qui vont sortir autour de cet event, qui est un événement majeur de l'univers de DC. Je vous rappelle que Flash a remonté le temps pour sauver sa mère, ce qui a créé un axe temporel différent qu'on appelle le Flashpoint. Et il y a des choses qui ne se passent pas de la même façon. Batman n'est pas Bruce Wayne, c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place. Je ne vais pas donner l'identité du nouveau Batman, même si c'est très connu. Lisez Flashpoint, c'est très bien. Il y a eu Prélude à Flashpoint qui est sorti, que je n'ai toujours pas, et je vous ai parlé du monde de Flashpoint, celui-ci consacré à Batman. Je voulais absolument le lire, puisque l'histoire consacrée à Batman m'intéressait beaucoup, puisque un méchant iconique de Batman change son identité, et on voit en fait comment ce personnage-là devient ce méchant-là. Même si le dessin n'est pas très joli, c'était quand même quelque chose d'assez émouvant à lire, d'iconique. Je conseille de lire ce tome-là juste pour la première histoire sur Batman, ça vaut vraiment le détour. Il y a en tout 4 histoires, celle sur Batman, une sur Dick Grayson et Deadman, la troisième sur Deathstroke et la quatrième sur les 7 secrets. Alors, les récits sont inégaux, que ce soit dans le dessin et dans les scénarios. J'ai beaucoup aimé celui sur Batman, que j'attendais depuis très très longtemps. Celui sur Dick Grayson est pas mal. En fait, on voit qu'il est toujours avec ses parents ne sont pas morts dans l'accident du cirque. Et en fait, le cirque circule de ville en ville en Europe. Je rappelle qu'il y a toujours la guerre entre les Atlantes et les Amazones, ce qui est très très compliqué pour les civils. Et on voit que le cirque est petit à petit rattrapé par ce conflit-là. Et on voit en fait comment Dick Grayson, suivi de Deadman, essaye de survivre et de prendre des décisions importantes. L'histoire sur Deathstroke n'est pas très originale. Deathstroke est un pirate qui essaye de survivre entre le conflit Atlante-Amazon et poursuit un bateau qui a kidnappé sa fille. Vraiment rien d'original. On fait appel à des méta-humains. Il y en a par exemple un qui contrôle la glace. J'aurais mis Mr. Freeze au lieu de créer ce personnage qui n'est pas non plus très très foufou. Mais l'histoire est sympathique, on voit Deathstroke qui est un acharné qui veut absolument récupérer sa fille, objectif, 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 mais ça fonctionne. Par contre, l'histoire sur les 7 secrets, je me suis ennuyé, j'ai trouvé ça chiant, mais chiant. Alors je connaissais pas du tout le groupe, en fait ils apparaissaient dans une réunion de héros dans Flashpoint, mais genre je connaissais pas du tout... je n'avais pas retenu leur existence et je me suis ennuyé, mais d'une force. C'est pour moi la plus mauvaise histoire des 4. Alors peut-être que ceux qui connaissent un peu plus le personnage et ce groupe de personnages vont trouver ça bien. Moi je ne les connaissais pas, mais ça m'a pas donné envie de découvrir ces persos, de découvrir leur univers. J'ai trouvé ça nul. Le monde de Flashpoint, je mettrais un bon 14 sur 20 parce que Flashpoint est un univers parallèle très intéressant que j'ai bien apprécié et que j'ai envie de découvrir avec le monde de Flashpoint 2 qui sort ce mois-ci, qui sera consacré notamment au Green Lantern. On poursuit avec Injustice Année 0, toujours chez Urban Comics. Injustice, la fameuse série tirée d'un jeu vidéo de baston qui est apparu sous la plume de Tom Taylor. Année 0 se passe
avant l'année 1 forcément, ou l'intégrale 1 selon la version que vous avez. Tom Taylor a imaginé ce que donnerait un récit qui regroupe la Justice League et la Société de Justice d'Amérique qui s'affrontent. Le Joker met la main sur un artefact qui lui permet de prendre le contrôle de certains héros pour servir son plan et en fait s'affronter, toujours dans sa jalousie envers ceux qui sont un peu proches de Batman. L'histoire est bien, c'est bien monté, le dessin est très sympa. Je le conseille pour tous les fans d'Injustice. Ce tome-là va vraiment amener de façon intelligente à l'année 1, à savoir comment commence l'année 1 avec le Joker qui fait péter un câble à Superman. Là aussi, je mettrai un bon 14-15 sur 20 parce que ça fait le trèfle. Alors il faut aimer les tomes où il n'y a que de la baston et une histoire par-dessus. C'est le lot d'Injustice, faut pas chercher du Batman qui fait une enquête, faut pas chercher Green Lantern qui va monter dans les étoiles, affronter Sinistro. Là non, c'est vraiment les héros contre d'autres héros parce qu'il y a manipulation du Joker. Ça fait le taf, c'est très sympa à lire, on passe un bon moment. C'est pas le comics de l'année, mais il est très cool. On continue avec le tome New Justice, tome 4, toujours chez Urban Comics. La série New Justice est un des events qui amène vers Death Metal. Je vous ai dit que j'avais beaucoup de tomes à lire. Je me fais enfin violence pour reprendre New Justice. New Justice est une Justice League guidée par le Martian Manhunter John Jones, qui devient le leader suite à un vote organisé par les membres de la Justice League. Ce tome-là marque la fin de l'arc New Justice, dans lequel les vilains menés par Lex Luthor cherchaient des artefacts pour libérer Perpetua, la mère du multivers. Là, dans ce tome-là, on voit que les héros trouvent une possibilité de créer en fait une nouvelle crise avec la création d'une nouvelle terre unique qui démonterait le multivers avec l'apparition de Forge-Monde. Forge-Monde, c'est celui qui a créé le multivers, c'est un des fils de Perpetua, dont les frères sont le Monitor et l'Anti-Monitor. On apprend dans ce tome-là en fait comment a été créé le multivers, comment chaque frère a eu son rôle, Forgement de créer les différents mondes du multivers, quels ont été le rôle du Monitor et de l'Anti-Monitor, et que en fait les trois enfants se retournent contre leur mère. Je ne vais pas raconter trop le pourquoi, le comment, et que en fait ça va amener à la rivalité entre le Monitor et l'Omnitor qui sera à son apogée dans Crisis on Infinity Earths. Le tome est graphiquement magnifique, l'histoire est bien, on est toujours à la limite de la trahison avec Batman, j'en dis pas plus. C'est à lire pour arriver à la fin de cet arc et lancer Doom War et Doom War épilogue, et ensuite arriver enfin à Batman Death Metal. Je suis content de l'avoir lu, de l'avoir fini. Alors j'avais oublié plein de choses, mais on s'y remet assez vite, on s'y remet assez bien. On voit des manipulations de tout un chacun, c'est assez bon. J'y mettrai un bon 14-15 là aussi. On enchaîne dans les lectures dans l'objectif d'atteindre enfin Batman Death Metal avec la lecture de Batman Metal, le multivers noir 1 et Batman Metal, le multivers noir 2. Lorsqu'un gros arc est créé chez DC ou chez Marvel, il y a toujours des petits récits annexes qui sont confiés à divers auteurs. Des fois c'est les auteurs originaux, des fois c'en est d'autres, qu'on appelle souvent les Tales In, ou ça peut être aussi qualifié de What If. Dans ces cas-là, c'est vraiment certains grands arcs de l'univers de DC qui ont été modifiés et réécrits et réadaptés par certains auteurs et dessinateurs. On peut retrouver par exemple Knightfall, il y a Flashpoint, Crisis on Infinity Earths, et il y en a plein. Il y en a 4 ou 5 par tome. En fait, vous avez à chaque fois un chapitre du tome d'origine. Par exemple, La mort de Superman, vous allez voir qu'un seul chapitre. Vous n'allez pas avoir tout l'event qui est dedans, puisque La mort de Superman, c'est 2 bouquins gros comme ça. Vous ne pouvez pas mettre tout dans un seul récit, sinon les bouquins seraient énormes. Là, en fait, si vous avez un chapitre de cet univers, souvent le premier, mais pas tout le temps. Et avant, dans le bouquin, en fait, vous avez la réécriture. Ça permet de voir un petit peu le matériau d'origine et ce qui a été donné par la version alternative. Je trouve ça très intéressant. Dans l'ensemble, ils sont assez bons. Honnêtement, j'ai passé de très très bons moments à les lire. Je me suis régalé, vraiment mention spéciale pour Crisis on Infinity Earths, pour Flashpoint, pour La mort de Superman est pas mal aussi, Knightfall, un bijou, ça a été super bien inventé. Et en fait, comme ça se passe dans le multivers noir, je vous l'annonce tout de suite, les fins sont pas sympas du tout. Vous avez un personnage qui est là en fait en tant qu'observateur, c'est le narrateur des récits, qui rapporte comment
une Terre aurait pu être dans le multivers clair, et en fait il y a un événement qui se passe mal comparé à sa version alternative et qui passe dans le multivers noir. Pourquoi la mort de Superman va créer un autre kryptonien, on va dire, qui va un peu péter un câble par rapport à tous les alliés de Superman qui ne l'ont pas aidé dans la crise, on va dire ça comme ça. Voilà, il y a plein de récits comme ça. Je conseille vraiment de les lire, je me suis vraiment régalé. Alors ils sont tous inégaux, il y en a que je ne connaissais pas du tout, certains sont tirés de vieux récits avec des dessins très old school, comme par exemple Crisis on Infinity Earth de Perez. Il y a un autre de Perez avec les Teen Titans par exemple. Faut aimer la patte graphique, mais l'histoire est sympa. Certains n'ont jamais été édités en français, donc le chapitre d'origine on va dire a été traduit pour le coup, et ensuite vous avez la transformation. Certains sont vraiment moins sympas, celui sur Wonder Woman je l'ai pas trouvé fou par exemple, mais dans l'ensemble ils sont vraiment de qualité. Max Faraday en avait parlé disant qu'ils étaient vraiment bons et je le confirme, je suis d'accord avec lui. C'est assez sympa, je mettrai un bon 15 sur 20 parce qu'il y a des inégalités, mais ça reste un récit de qualité. Je les ai lus assez rapidement, contrairement à certains tomes de l'univers métal. Voilà, il m'en reste plus que 2 à lire avec Doom War épilogue. Et enfin, les tomes de Death Metal pour conclure tout ça. Il reste encore un peu de chemin à faire. On termine la partie comics avec Batman et les monstres de chez Urban Comics. Batman et les monstres, c'est un récit un petit peu particulier. Alors il a été déjà édité chez Panini il y a longtemps. Vous pouviez trouver par exemple une seule des parties qui s'appelait Le Moine Fou ou Le Moine Rouge ou je ne sais quoi, qu'on retrouve dans la deuxième partie du récit. Là, tout a été regroupé, tout le travail de Wagner a été regroupé en un seul tome, où on a une histoire en 2 parties du coup, qui se passe après année 1 en fait. Batman commence, il n'a pas encore tout son matériel, la Batmobile n'existe pas au tout début du récit par exemple, elle viendra au cours du récit. Donc voilà, il y a l'émergence de certaines technologies iconiques comme la Batmobile. Et c'est la première apparition d'Hugo Strange dans ce canon-là, on va dire, parce que Hugo Strange était déjà apparu au tout début, dans les années 40-50. Mais voilà, là, il a été modernisé et c'est sa première apparition de la période moderne, post-année 1 2001. La première histoire raconte comment Batman pourchasse des monstres qui sont créés par Strange. La deuxième, c'est plutôt la petite amie de Bruce Wayne qui est endoctrinée par un moine qui dirige une secte, etc. etc. Voilà, donc il y a des notions un peu de vampirisme, de culte. Les histoires sont assez bien, en fait on voit comment Bruce Wayne essaye d'avoir une relation avec une jeune femme, puisqu'on la retrouve dans les 2 histoires, son père aussi d'ailleurs. On voit comment mélanger la vie publique de Bruce Wayne et la vie nocturne de Batman est ultra compliqué. Ça amène des tensions dans le couple indirectement, ça joue sur le père de la fiancée. Enfin bref, c'est assez bien écrit. Ce que je savais pas, c'est que ces 2 histoires existaient déjà. Elles avaient déjà été faites au tout début de la création de Batman par Bob Kane et Bill Finger, puisque à la fin de ce tome-là, on voit les 2 histoires d'origine où il y a vraiment les monstres créés par Strange, alors avec les dessins des années 40-50, et pareil on voit également le Moine Fou. Alors le Moine Fou, l'histoire est un peu différente par rapport à celle d'Hugo Strange, mais on voit notamment dans Batman et les monstres, première édition on va dire des années 40, que Batman tue un de ses vilains. Ça choque un petit peu aujourd'hui parce qu'on sait que Batman, sa règle d'or c'est de ne pas tuer les gens, mais là voilà, il a tué. On est dans vraiment les balbutiements de Batman, cette règle là apparaîtra bien plus tard. Et il y aura des versions plus violentes qui n'hésitent pas à tuer, comme le Dark Knight de Miller là aussi, et également la version de Snyder qui est inspirée de ce Batman là. La partie comics est achevée, je suis déjà à plus de 30 minutes de rush, je vais donc couper cette vidéo pour le moment, faire le premier montage pour qu'elle soit moins longue et moins indigeste à la création, et je vous fais la suite de mes lectures dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!